Nous sommes sur le salon Silver Economy Expo de 2021 à Paris, Porte de Versailles, qui est le salon phare sur la Silver Economy. Et nous allons parler téléassistance, santé connectée, avec mon invité qui est Cédric Monnier, qui est responsable des ventes France pour Essence Group. Bonjour Cédric. Bonjour Frédéric, merci beaucoup de m'inviter dans ton émission sur le salon. En direct. Peut-être te présenter si tu veux, Oui, et alors, présenter Essence Group. Bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Cédric Monnier, donc, je suis en charge du développement commercial d'essence sur le territoire français. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans le secteur de la téléassistance et donc j'aide Essence à développer la vente de produits sur le territoire français. Donc Essence, c'est une société qui est née au départ dans l'intrusion, il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et en 2014, on a décidé, puisqu'il y a une grosse base technique commune entre les produits d'intrusion et les produits de téléassistance, de lancer une gamme de téléassistance. Et donc depuis 2 ans, je suis là pour aider le développement des ventes en France et apporter toutes les innovations que le groupe propose, puisqu'on est une société qui tous les ans, on essaye de sortir 2-3 nouveautés, on s'assoit avec nos clients, on regarde ce qui pourrait être intéressant pour le marché et on essaie de proposer une innovation, mais qui est en lien avec les besoins du terrain. Et donc, à l'issue du Covid, on avait déjà commencé à travailler dessus en amont, mais on vient de sortir une offre qui s'appelle Vitalone. Donc, c'est un transmetteur téléassistance avec des capteurs de santé connectés dessus. On a développé un brevet qui permet de faire un appairage automatique. Ça veut dire que pour les téléassisteurs, par exemple dans le cadre du HAD, donc du retour à domicile, on peut envoyer par la poste un capteur, par exemple un oxymètre, un tensiomètre, un glucomètre, une balance, un tracker d'activité. Alors on a beaucoup de périphériques de santé. Et l'idée de ce système, c'est de pouvoir remonter les constantes sur une plateforme web. Et tout de suite, on a une indication pour savoir si les constantes de la personne sont bonnes ou mauvaises. Voilà. Donc ça permet d'aller au-delà de la téléassistance qui était là, qui est toujours là d'ailleurs, pour créer le lien entre le domicile et l'extérieur du domicile, et là en allant un petit peu plus loin, en remontant des données de santé. Et tu penses que c'est les téléassisteurs qui vont proposer ce genre de solution ou ce sera d'autres acteurs? En France, je ne sais pas encore, parce qu'on vient de lancer l'offre. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a une envergure mondiale, et en fonction des marchés, par exemple aux États-Unis, le marché de la téléassistance est entièrement privé. C'est beaucoup plus simple de déployer des solutions de santé connectées là-bas qu'ici, parce qu'en France, on fait du social, on a le précaire des médecins, etc. Donc il faut trouver des personnes qui vont être capables de déployer cette offre. Mais dans le cadre du HAD, par exemple, j'ai rencontré quelques clients qui m'ont dit que ça pourrait être intéressant. Donc c'est encore pour nous, en tout cas sur le territoire français, de la découverte, mais je pense que ça a du potentiel. Puis c'est permettre, j'imagine, aux téléassisteurs d'ouvrir un marché. Tu leur offres une solution, voilà. Une solution alternative. Nous ce qu'on essaie, et c'est un petit peu ça notre vocation, on a vraiment un panel de produits qui est assez large. On va de la téléassistance basique, mais on a aussi de la téléassistance avancée, la détection de chute avec des capteurs, où là la promesse client, c'est pas forcément de porter un déclencheur. Enfin, on a vraiment une grande gamme de produits. Et l'idée, c'est d'apporter des solutions à nos clients, après les mettre en œuvre ou pas, mais c'est de leur donner toutes les billes pour qu'ils puissent croître dans ce marché et apporter les solutions surtout les plus appropriées aux personnes. Sur la santé, en fait, vous allez suivre quoi? On peut suivre quoi à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on pourra faire dans les prochaines années? Dans les prochaines années, je ne sais pas, parce que ça va dépendre un peu de l'innovation, des nouveaux capteurs, et puis si on fait de l'embarqué ou pas de l'embarqué, on va porter plutôt sur les personnes. Aujourd'hui, nous, ce qu'on sait faire à l'heure actuelle, c'est le poids, la tension, le glucose, la température, quoi d'autre, le suivi d'activité avec des petits trackers. Voilà, ce type de remontée. Donc c'est des capteurs qui existent déjà, le taux d'oxygène dans le sang. Donc avec le Covid, on peut mettre un petit oxymètre au bout de son doigt. Donc c'est des périphériques qui existaient déjà, qui existaient aussi des fois sous forme connectée. Mais là l'idée c'est qu'avec un seul transmetteur, un seul cœur en fait, on va pouvoir agglomérer différents types de solutions. Et c'est un peu ça notre force, c'est qu'avec un seul produit, un seul transmetteur, on va pouvoir proposer une multitude d'offres. Donc c'est un petit peu à la carte, les gens pour retenir une solution ou l'ensemble des solutions, mais en tout cas de pouvoir coller au plus près avec les besoins de la personne qui est suivie. Dans les pays où vous êtes déjà en avance sur ce type de solution, comment c'est organisé? Qui fait les installations des produits, enfin des capteurs? Qui décide de quel capteur on met? Qui reçoit l'information?
J'ai pas forcément énormément de recul sur les autres pays, mais ce qui est sûr, c'est que c'est en collaboration avec le corps médical, et c'est eux qui vont préconiser tel ou tel type de solution. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être des solutions qui s'inscrivent dans la durée, quand c'est une pathologie chronique, ou ça peut être temporaire, sur quelques semaines, ou un mois, 2 mois, en fonction des besoins. Et par exemple, le HAD, on est sur des périodes relativement courtes, en général c'est en mois maximum, mais ça permet sur un laps de temps assez court d'installer une solution, la réinstaller ailleurs chez une autre personne, de toujours pouvoir proposer une solution qui peut être par rapport aux faiblesses que la personne peut avoir à cet instant T. Alors, les suivis des données des capteurs, pour l'instant, tu imagines que c'est le téléassisteur qui va recevoir par exemple, les variations de poids. C'est le téléassisteur pas forcément. Pas forcément. En fait, l'idée, c'est que le transmetteur, c'est une gateway, c'est une passerelle donc qui agglomère la data, qui va la balancer ailleurs. Et cette data, elle va sur un portail type hébergé pour les données médicales. Et après, l'accès, enfin, c'est juste du paramétrage, mais l'accès peut être et doit être limité pour moi qu'aux personnes qui traitent de la santé, donc les médecins. Mais donc ça veut dire pour les téléassisteurs et pour toi, enfin pour vous, de travailler aussi avec des médecins traitants ou après, il faut encore, voilà, on est encore en découverte là-dessus, donc il faut trouver le bon business model. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir que le téléassisteur va aider, parce que c'est lui qui a la maîtrise technique, et de faire l'installation de ces différents produits. Et après, les données, le traitement des données, on est quand même sur des données médicales, donc qui sont quand même assez critiques. Et puis il y a un aspect de confidentialité, pardon. Donc c'est important que ce soit les bonnes personnes qui puissent lire et interpréter ces données. Et ce qu'on a fait pour le moment, c'est qu'il y a une espèce de feu avec 3 couleurs, hein, vert, orange, rouge, en fonction de la qualité de la mesure qui a été prise. Est-ce que c'est une mesure qui est bonne, pas bonne, etc. Et bon, en fonction des personnes, je ne sais pas si on a un taux de glucose à un moment qui est très élevé, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un problème, puisque ça varie. C'est la tendance, j'imagine. Voilà, ça donne une indication, et puis ça va dépendre de la personne. C'est pour ça que c'est vraiment son médecin qui peut savoir si c'est une donnée qui est anormale ou pas. Et je pense que dans le futur, on parlait d'innovation, ça pourrait être d'aider les médecins avec une IA, par exemple, qui dit, tiens, ces données médicales, dans le temps, c'est bizarre parce qu'il y a une variation qui est anormale. On le fait déjà avec le suivi d'activité des personnes, en mettant des capteurs à l'intérieur du logement pour savoir s'il y a une situation qui est de type anormal. Et je pense que peut-être que le futur, ça ne va pas dispenser de l'humain. C'est-à-dire que le médecin, il doit être là pour appuyer sur le bouton pour dire « tiens, cette donnée-là, elle n'est pas bonne, etc. » Mais ça peut être une aide au diagnostic. Ça pourrait être ça, par exemple. Ou d'autres types de capteurs qui vont nous permettre d'avoir des données supplémentaires. J'ai l'impression pour aller vers la santé connectée, les fabricants issus de la téléassistance à l'origine doivent avoir de sacrés moyens quand même pour développer ce champ, parce que c'est un nouveau champ. Tous les fabricants ne pourront pas vous suivre, j'imagine. Peut-être bien, après, à la limite, ça ne me regarde pas trop, mais ce qui est sûr aussi, c'est que même les téléassisteurs, tous les téléassisteurs ne vont pas aller forcément proposer des solutions de santé non plus. Mais ceux qui ont déjà un pied dans le HAD, qui font du service à la personne, qui font d'autres choses, sont eux qui vont pouvoir en priorité proposer ces solutions de santé. Après, pour nos autres solutions qu'on a, ça peut être tous les téléassisteurs, mais c'est vrai que les solutions de santé sur le territoire français, c'est encore un petit peu particulier pour le moment. Si on en revient à la téléassistance, tu vois quoi sur le marché? Tu le vois évoluer comment en France? Quelle est ta vision? Je pense que des fabricants comme nous, on propose plein de nouvelles choses. Après, le marché pour le moment est assez conservateur. Et ce qu'il faudrait, c'est que l'innovation aille plus vite, qu'on la transmette plus aux gens et qu'on communique mieux sur les solutions qui sont proposées pour voir de nouveaux business models émerger. Et c'est vrai, et je peux comprendre nos clients, il y a une certaine, c'est pas une réticence, mais ils ont parfois été échaudés par des innovations qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Donc bon, après tout, déployer une innovation, ça coûte aussi de l'argent, donc ils sont prudents. Mais je pense que malgré tout, il faut quand même essayer de proposer plus d'innovation pour trouver des nouveaux business models. Par exemple, nous, on vient de sortir, on a sorti il y a 1 an maintenant, un radar détection de chute qui permet de détecter une chute sans forcément porter un dispositif sur soi, ce qu'on appelle un déclencheur qui permet de lancer un SOS via un bouton.
Et j'ai certains clients qui me disent oui, mais c'est quand même cher parce qu'il faut en mettre dans certaines pièces, etc. Je ne sais pas si on va proposer ou pas. Et moi, je suis persuadé que, bien sûr, la téléassistance à la base, c'est de l'action sociale, on est sur des prix relativement bas, etc. Mais je pense qu'il y a des publics pour tout. Et se limiter là-dessus, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il faut être force de proposition. Et après, ce sont leurs clients qui vont décider. Je pense que c'est vraiment ça la finalité. C'est le marché, c'est les clients. Et il faut quand même leur proposer des solutions pour qu'ils puissent les acquérir. Oui, puis je pense que quand les familles vont comparer un coût d'une téléassistance, même un peu plus poussé, à un coût d'un EHPAD ou risque d'aller en EHPAD, voilà. Il y a un moment, il y a un point de rupture où on se dit bon, c'est important d'installer. Tu as tout à fait raison, moi c'est ce que je leur dis. Mais tous n'en sont pas convaincus. Ils disent oui, mais déjà quand on propose une solution à 30 €, on nous dit que c'est cher. Je dis oui, pour certaines personnes ça va être cher, ça va même être trop cher. Alors avec la suppression du crédit d'impôt qui arrive, ça va être encore un peu plus cher. Voilà. Mais pour autant, je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent faire le bon calcul. C'est-à-dire qu'en effet, ce que tu viens de dire, un EHPAD ça va coûter à minima 2 000 à 3 000 € par mois. Pour un EHPAD pas forcément extraordinaire. Mettre 50 € dans un système de téléassistance, il y a des gens qui ont quand même le crédit d'impôt, ou 60 €, on n'est pas sur des coûts non plus incroyables. Et ça permet aux gens de rester chez eux, c'est vraiment ça l'enjeu de la téléassistance, quelques années de plus. On dit qu'Israël est à la pointe dans les startups, dans les développements technologiques. Comment est-ce que ça se transmet? Est-ce que tu vois ça chez Essence Group? L'intérêt d'être en Israël par rapport à l'image que l'on a d'Israël sur l'innovation? Ouais, je pense que c'est vrai, c'est un peu la Startup Nation, Israël. Ils sont vraiment très axés sur l'innovation. Et ils n'hésitent pas à sortir des nouveaux produits. Je veux dire, en France, dans d'autres sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, on fait des études de marché pendant très longtemps, avant de sortir un produit, etc. Eux, quand ils voient une nouvelle technologie arriver, ils disent « Est-ce qu'on peut y avoir un bénéfice client ?» Ok, on sort un produit. Voilà, ça va beaucoup plus vite en fait. C'est très américain quand même. Dans la mentalité, oui. Oui. D'ailleurs, on est obligé d'adapter le discours en France par rapport au marché, parce que les mentalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, je travaille là-dessus, c'est d'adapter la mentalité de la société au marché français, à ses spécificités. Pour ceux qui ne connaissent pas Essence Group, tu as quelques chiffres à nous donner sur la taille importante d'Essence Group dans le monde? Oui, bien entendu. Essence, c'est une société qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. En Europe, sur les centrales d'alarme intrusion, on a 25% de part de marché. On est leader sur ce marché-là, avec des gens comme Verisure par exemple. Oui, en fait vous travaillez avec Verisure, qui est très connu. Voilà, on est le partenaire industriel de Verisure. Et sur la partie téléassistance, par exemple, rien qu'aux US, on a plus de 100 000 transmetteurs d'installés. Et en Europe, c'est relativement récent, parce que ça fait 4, 5, 6 ans qu'on attaque le marché. Moi, ça fait 2 ans que je suis là pour essayer de développer le marché. Et on est une des marques qui croît le plus rapidement. D'accord. Actuellement, dans les produits à téléassistance qui sont les plus déployés, c'est lesquels? C'est ça qui est malheureux, c'est qu'on reste souvent sur des offres qui ont 40 ans d'âge, c'est-à-dire même si les transmetteurs ont évolué, les dispositifs sont plus jolis, sont plus petits, les produits avec des cartes SIM, etc. On reste la baguette de pain, les 80-20, c'est un transmetteur avec un déclencheur. Et moi je suis convaincu qu'il y a des offres qui peuvent être plus adaptées au public, mais par contre il faut savoir les vendre, il faut savoir communiquer. Et aujourd'hui je pense que nos clients ils ont des difficultés à parler de téléassistance parce que c'est un petit peu tabou, on parle de la dépendance. Et je pense qu'il faut vraiment changer de fusil d'épaule par rapport à ça et dire que la dépendance, ça va tous nous toucher, c'est un sujet qui est vraiment transversal et que s'il est pris tôt, avec un peu d'intelligence, c'est pas forcément un problème et on peut avoir une fin de vie heureuse dans de bonnes conditions. Et nous, l'enjeu par rapport à ça, c'est vraiment ça. C'est d'essayer d'apporter via la technologie un maximum d'autonomie au niveau des personnes, tout en gardant l'humain. Et je pense que l'enjeu de la technologie, c'est pas de supprimer l'humain, mais de faire intervenir l'humain à bon escient. Je suis vraiment convaincu depuis toujours. Qu'est-ce qui fait que les capteurs de chute, ou la détection de la chute n'est pas un sujet, ça représente très peu parmi le parc installé? C'est parce que bloque, c'est les téléassisteurs qui ne veulent pas se présenter. Je pense qu'il y a plusieurs technologies. Déjà, il y a la chute. La chute, c'est un sujet qui est très large et c'est très compliqué de détecter une chute. Il y a un produit qui était leader sur le marché, et même nous on en fait un. Il y a un détecteur de chute porté. Et la problématique, c'est que la promesse client, elle n'est pas parfaite. Parce que c'est des détecteurs de chute brutales.
pas des détecteurs de chute. Oui, en fait, si on chute de manière molle, voilà, ça ne voit pas toutes les chutes. Certains détecteurs n'arrivent pas à détecter. Je pense qu'il y a une différence entre ce qu'attend le public, c'est-à-dire un produit qui marche dans 100% des cas. Mais le public attend vraiment, les familles attendent vraiment un détecteur de chute. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les téléassisteurs, ils proposent un détecteur de chute quand on leur demande. Voilà, parce qu'ils ont un peu des réticences à l'installer, parce qu'ils savent que ça ne va pas avoir toutes les chutes. Donc quand ils ont vraiment une personne qui est chuteur et qui est demandeur, ils vont leur proposer un détecteur de chute. Mais ce n'est pas systématique. Nous, par exemple, ce qu'on a sorti avec le radar détection de chute, c'est une détection de chute qui est proche des 100%. Donc ça change le paradigme. Par contre, oui, c'est une détection de chute qui est proche de 100% parce que vous avez une technologie de radar, précisément. Ouais, en fait, c'est un lidar, c'est-à-dire qu'on va détecter la position. Plus exactement, c'est un capteur de posture. C'est-à-dire qu'une personne qui va se retrouver au sol, on va pouvoir faire la différence entre une personne qui vient de chuter et une personne qui est sur son lit, parce que la hauteur n'est pas la même. En fait, le capteur va trianguler la position de la personne dans la pièce. Mais aujourd'hui, il y a des freins à l'installation sur ce type de produit parce que ça a un coût et que notre capteur, il a aussi ses limites. C'est un produit technique comme n'importe quel produit technique et il va couvrir une pièce de 25 mètres carrés. Ça veut dire que quand la maison ou l'appartement est grand, il va falloir multiplier les capteurs pour couvrir l'intégralité du logement. Donc ça a un coût, mais pour autant, je pense que ça peut être absorbé par les personnes. Et puis encore une fois, si on compare par rapport à un EHPAD... Surtout que si on chute et qu'on n'est pas secouru dans les heures qui suivent, les conséquences peuvent être graves. Les conséquences de la chute, une chute en moyenne en France, quelqu'un qui chute, c'est 8 000 €, parce que l'hospitalisation, etc. Et les premières minutes, les premières heures sont capitales. On peut passer de quelque chose de très léger, où il n'y a pas trop de problèmes, à une situation dramatique pour la personne âgée, si elle reste plusieurs heures au sol. Donc c'est vrai de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions le plus rapidement possible, c'est essentiel. Autre sujet qui m'intéresse, discuter avec toi, c'est en France on parle beaucoup actuellement de la levée de doute. Est-ce que toi tu crois que c'est un vrai sujet Alors laquelle levée de doute? Levée de doute, c'est une levée de doute audio, levée de doute vidéo, levée de doute parce qu'il y a plusieurs. On va redémarrer. Une personne âgée tombe, appuie sur un bouton par inadvertance. Les aidants ne sont pas disponibles, les pompiers arrivent. Les pompiers ne sont pas très contents parce qu'en fait, elle avait juste appuyé par erreur. Et mais ils vont facturer dans certains départements le téléassisteur. Oui, donc là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir voir si c'est vraiment une chute. Mais alors nous, par rapport à ça, on avait déjà une interphonie déportée. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens, déjà un dispositif de téléassistance. Le but, c'est de donner de l'alerte vers l'extérieur du logement. Et pour ce faire, on a un petit haut-parleur, un petit microphone dans le transmetteur, donc ça va permettre d'avoir un échange vocal à l'intérieur du domicile et savoir ce qui se passe. Sauf que bien souvent, le transmetteur il est installé dans une pièce, et si on chute dans une pièce qui est très loin du transmetteur, on ne va pas pouvoir avoir une levée de doute audio. Donc nous, on avait déjà une interphonie déportée, donc l'idée de l'interphonie déportée, c'est d'avoir un microphone et un haut-parleur à un endroit différent dans l'habitation ou à plusieurs endroits. Donc on avait déjà ce dispositif, mais on vient de l'upgrader et maintenant on est en full duplex. C'est-à-dire qu'avant, l'opérateur était un peu obligé de faire comme un talkie-walkie, de parler pour pouvoir écouter, etc. Aujourd'hui, ça marche comme un téléphone portable, c'est-à-dire qu'on peut parler et écouter en même temps. Et ce dispositif, on peut l'installer dans autant de pièces qu'on veut à l'intérieur du logement, donc on peut couvrir l'intégralité du logement avec de l'interphonie. Donc ça évite justement... Mais par exemple, elle aurait appuyé sur un bouton loin du transmetteur. Loin du transmetteur. Dans une autre pièce. On aurait fait une recherche de personnes à l'intérieur du logement et on aurait pu la localiser en lui parlant à l'intérieur du logement et lui dire madame, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, c'est une erreur, ok, pas de souci. On n'envoie pas les pompiers, ou au contraire. C'est quelque chose que téléassisteur te demande, vous demande ou pas? Parce qu'on en parle, mais est-ce que alors, jusqu'à présent, est-ce qu'ils vont vous voir vous et il nous faut une solution? Voilà, jusqu'à présent, il y avait quelques acteurs qui proposaient de l'interphonie déportée, et c'était à peu près 10 à 15% des ventes. Mais souvent, chez nos compétiteurs, l'interphonie déportée était limitée à un seul device, une seule interphonie déportée. Donc ça limitait un petit peu l'intérêt. C'était souvent, on mettait le transmetteur dans la pièce de vie, et une interphonie déportée à l'étage. Là, on change un petit peu, puisqu'on va pouvoir en installer autant de fois qu'on veut à l'intérieur du logement. Et puis on a une fonctionnalité supplémentaire qui est moins importante à mon sens que l'interphonie déportée, mais on a une commande vocale. Si on dit appel d'urgence, à la voix, on peut lancer un appel sans forcément appuyer sur son déclencheur.
Alors ça peut être bien parce que des fois il y a des personnes âgées qui tombent, elles peuvent par exemple tomber sur le ventre et puis si elles ont un pendentif qui est là, elles vont avoir du mal à appuyer. Bah là, à la voix, elles vont pouvoir lancer une alerte. Autre sujet qui m'intéresse, à avoir ton avis, c'est la téléassistance hors du domicile. Oui. Est-ce que tu y crois? Bah, on y croit, d'ailleurs on va se lancer l'année prochaine avec un produit qui ne sera pas 100% essence. Et l'année d'après, on aura notre propre produit. Oui, c'est dans la continuité. C'est ça aussi, c'est vraiment au démarrage. On a vraiment Oui, mais je pense que c'est indispensable. Et puis c'est important aussi. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des gens, ça faut le dire, de la téléassistance en France est beaucoup trop avancée. C'est quoi, c'est 85 ans 80. C'est ça. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour les gens parce que. En fait, on ne fait pas de prévention à 85 ans. Enfin, on fait de la prévention, mais exactement. On en fait moins qu'ils sont. Puis il peut y avoir des cas de figure où les gens n'ont pas forcément besoin d'une téléassistance au domicile. Mais je prends mon beau-père par exemple qui va en forêt aux champignons. Il va tout seul. S'il lui arrive un accident, il fait quoi? Voilà. Donc typiquement. J'allais blaguer. S'il goûte à mauvais champignons, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vite appuyer sur le bouton. Exactement. Voilà. Non mais c'est ça, c'est de pouvoir en mobilité pouvoir lancer une alerte. Alors forcément, qui dit mobilité dit aussi géolocalisation, puisque lancer une alerte c'est bien, pouvoir savoir qu'il y a un problème, il faut savoir où se trouve la personne pour pouvoir lui porter secours. Donc un des enjeux par exemple des produits de mobilité, c'est ça qui est souvent un peu compliqué, c'est l'autonomie. Parce qu'il faut que ces produits il faut que sur batterie ils puissent durer plusieurs jours. Voilà. Donc, sinon il faut recharger. Il faut recharger à chaque fois. Donc on a des systèmes pour prévenir les gens qu'il faut recharger le dispositif. Aujourd'hui on est sur des produits qui tiennent 3-4 jours, en autonomie. Mais la promesse, enfin pas la promesse, mais ce qu'on veut c'est pouvoir assurer l'autonomie des personnes à l'intérieur comme à l'extérieur du domicile. Et l'enjeu aussi c'est d'habituer avec les produits de mobilité, d'habituer les seniors plus jeunes à avoir des dispositifs d'aide en cas de problème. Ça marche. Une conclusion à l'émission. Une conclusion, je te remercie beaucoup de m'avoir donné un temps de parole, pouvoir m'exprimer sur ces différents sujets. Je pense que la technologie nous réserve pour les prochaines années plein d'innovations. J'espère qu'on va pouvoir parler de dépendance de manière plus libérée et qu'on pourra installer chez plus de seniors des solutions de ce type. Parce qu'aujourd'hui en France, malheureusement, on est à 700 000 personnes téléassistées. Ce qui est plus faible que par rapport à d'autres pays. Si on prend d'autres pays, le taux de pénétration est 2 à 3 fois inférieur à ce que ça devrait être. Et c'est bien dommage, parce qu'on sauverait plus de vies. Et la téléassistance, c'est de la prévention. Ça devrait d'ailleurs rentrer dans la loi grand âge. Donc c'est vraiment de la prévention, ça coûte pas cher par rapport à une chute. Une chute, c'est 8 000 €. Avec la chute d'une seule personne, c'est 20-40 personnes qu'on aurait pu équiper de téléassistance. Et un petit message pour les députés, il ne faudrait pas supprimer le crédit d'impôt pour la téléassistance. Ça serait bien. Messieurs les députés, écoutez-nous. Voilà, écoutez. Merci Cédric Meunier. Je rappelle que tu es responsable des ventes France pour Essence Group. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Merci. Au revoir.